Alors, merci beaucoup, merci d'être venu à ce café citoyen. Je pense que c'est le premier de l'année 2015. On a pris un peu de temps pour démarrer, parce qu'on avait pas mal d'occupations les uns et les autres, dans nos différentes responsabilités. Et donc on reprend ici la cadence d'une fois par mois le café citoyen. Donc si vous voyez très bien, les différents thèmes sont déjà programmés pour toute l'année 2015. Le 27 mars, aujourd'hui, c'est la liberté est-elle une utopie? C'est la question autour de laquelle nous allons essayer de réfléchir ensemble. Et ensuite, le 24 avril, c'est vivre en ville quand les citoyens s'en mêlent. Puis le 29 mai, c'est la problématique de la déchéance de la nationalité. C'est pour qui, pourquoi, on s'est interrogé un peu. Puis on se repose un peu avec les vacances et on reprend le 25 septembre le statut des étudiants étrangers, une discrimination silencieuse pour l'interrogation. Et on aura une séance le 30 octobre, histoire et mémoire, comment préserver et comment transmettre. Et à la fin, il y aura une toute dernière séance qui sera un peu spéciale puisque c'est le 27 novembre. On aura une rencontre avec un écrivain, Olivier Starky, qui est l'auteur du livre intitulé « L'extinction des Lumières vers une dilution de la démocratie ». Donc ça sera vraiment une rencontre un peu plus chaleureuse avec cet auteur-là. On va essayer de discuter avec lui autour justement de sa publication. Donc voilà les différents thèmes que nous avons finalement arrêtés pour cette année. Alors, pour ce soir, le thème c'est la liberté est-elle une utopie? Alors, d'abord, je précise, peut-être que je vais passer la parole à Madame Dubois pour nous expliquer un peu dans quel contexte cette idée est venue, s'est imposée à nous. Ben, on était parti un petit peu sur la proposition d'André Linda sur la liberté d'expression. Est-elle une utopie? Et alors moi je lui ai demandé d'étendre parce que finalement la liberté, on peut étendre ça à tout. Est-ce qu'on est encore libre de choisir son travail? Est-ce qu'on est encore libre de choisir l'école de ses enfants? Est-ce qu'on est encore libre de choisir ce qu'on veut manger? Est-ce qu'on est encore libre de choisir... Enfin voilà, un petit peu la démarche, de se déplacer aussi. Est-ce qu'on est libre aussi à tous ces niveaux-là? Et la liberté d'expression n'est qu'une articulation supplémentaire très importante évidemment, mais il ne faut pas oublier toutes les autres. Je pense que c'est un contexte général, donc on a décidé d'étendre un petit peu à ça et de voir un petit peu comment vous situez par rapport à ça. Je crois qu'on a déjà eu l'occasion d'en discuter un petit peu en espace documentation tous les deux. Alors vous pouvez peut-être commencer parce que je me souviens qu'on avait discuté un petit peu de ça et que vous m'aviez dit qu'on était plus libre. Donc on vous écoute. Oui, moi, à mon avis, je ne sais pas si mon propos ici va vous désorienter de votre deadline, parce que moi c'est vraiment une liberté dans le sens d'entrependre. Je constate en effet en Belgique que de plus en plus le droit au libre choix, comme vous avez dit, de son travail est vraiment, je sais pas, ça fait même plus partie de la préoccupation des politiciens. C'est comme si rester au chômage sans activité, ça satisfait quelque part un certain niveau de responsabilité. J'en veux pour exemple les multiples lois pour verrouiller carrément l'économie, verrouiller les professions. La plupart de professions aujourd'hui sont régies par la législation communautaire. Alors quand le règlement européen, pour prendre un exemple, est pris tout en laissant aux législations nationales la possibilité d'approfondir certains articles du dit règlement, on constate, comparaison faite, que par rapport aux autres pays, la Belgique durcit toujours la loi. Quand, par exemple, la France, le Luxembourg restent au niveau de la flexibilité de l'Europe, quand cette même loi appliquée en Belgique est toujours durcie, gratuitement, sans aucune raison valable. J'en veux pour exemple concret, la loi par exemple sur le transport, parce que moi je suis opérateur dans le transport et puis en droit fiscal, mais je ne suis pas juriste, mais je me forme dans ça.
en transport, pour exercer le métier de transport ici en Belgique, en Europe, parce que c'est une activité communautaire, en Europe, la législation de l'Europe dit que cette législation ne s'applique qu'aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. Mais il laisse toutefois aux États membres d'abaisser ce seuil. La Belgique, contrairement à tous les autres pays, a choisi son seuil à 500 kg. Donc dès que vous transportez 500 kg, même sur un Vespa, vous devez justifier des documents d'une licence communautaire. Alors qu'en France, ça reste 3,5 tonnes. Pourtant, nous sommes qu'un pays voisin, ça reste 3,5 tonnes. Et à côté de cette condition de kilos à transporter, il y a la capacité financière. En France, la capacité financière à justifier pour le premier véhicule est de 1 800 €. Mais en Belgique, cette capacité financière pour le même véhicule, d'ailleurs la Belgique ne fait pas la différence des capacités de transport, cette capacité financière en Belgique est de 9 000 €. Vous voyez un peu l'écart. En France, c'est 1 800 et en Belgique, c'est 9 000 €. D'accord. Ce sont des incohérences qui font que vous ne pouvez même pas aller en France pour faire ça, parce que pour aller faire ça en France, vous devez répondre aux exigences de la Belgique aussi longtemps que vous n'êtes pas encore accepté comme résident en France. Donc ce qui fait qu'il y a une masse de gens qui sont contraints à vivre au chômage, alors qu'ils ont cette capacité de travailler dans le transport. Il y a des chauffeurs, il y a des gens qui peuvent exercer dans le transport. Vous avez votre véhicule, de demain vous pouvez devenir livreur. Mais les gens sont au chômage parce que les législateurs belges choisissent délibérément de préjudicier ces ressortissants. Oui, excusez-moi, je le dis sincèrement, les législateurs belges choisissent toujours, sans raison valable, dans plusieurs, surtout en droit fiscal, choisissent toujours de préjudicier ces ressortissants. Ça, je n'ai jamais compris. Au moment où la Belgique est un petit pays, on a plus à gagner, à être plus flexible pour attirer des investisseurs, faire en sorte qu'il y ait moins de chômeurs et que tout le monde gagne sa vie par un travail salarié digne de ce nom. Mais dans la Belgique, on n'entend pas cela de cette oreille. Donc, je suppose que, je pense que le point de vue de monsieur, c'est que la liberté dans ce domaine d'activité est une... Liberté d'entreprendre. Oui, d'entreprendre. Ça préoccupe tout le monde. Et dans tout le monde a besoin de travailler, oui, que de vivre au crochet de l'État. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, dans votre secteur, vous semblez dire qu'en fait, ce n'est pas que la Belgique n'a pas une définition claire de la notion n'a pas une promotion claire de la notion de liberté. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas du tout. Droit au libre choix, liberté, c'est plutôt une liberté garantie au niveau de la Constitution. D'accord. Article 22 et 23, si je ne m'abuse, de la Constitution. C'est pour vous juste un principe qui est affirmé, mais dans la réalité... Dans la réalité, il y a des lois. D'accord. Et l'administration s'est donné pour rôle, joyeusement, de mettre les bâtons dans les roues des citoyens. Ok, écoutez, on va essayer d'élargir un peu le débat, mais voilà, le point de vue de monsieur est assez clair et sans ambiguïté, si je puis dire. Je propose quand même, parce que la notion de liberté est une notion très large, et que chacun pense à cette notion évidemment en fonction de sa sensibilité ou de son expérience, comme c'est votre cas, ou parfois simplement de son vécu personnel. Donc, je propose qu'on ne définisse pas la notion de liberté, mais si quelqu'un a envie de s'exprimer, qu'il dise simplement de son point de vue quel est le sentiment qu'il a par rapport au fait d'être libre ou pas en Belgique. Est-ce que vous vous sentez libre, quelle que soit la conception que vous avez de la liberté? Est-ce que vous vous sentez libre dans ce pays qu'on appelle la Belgique, sur ce territoire qui est le territoire dans lequel nous vivons? Est-ce que vous vous sentez libre? Est-ce que la notion de liberté pour vous a du sens? C'est la question que je pose de manière plus ouverte. Et la parole est évidemment à qui veut la prendre. Alors moi, je veux bien m'exprimer sur le sujet à mon tour. C'est vrai que la liberté, c'est pas
un absolu, c'est une notion qui est éminemment relative et qui s'apprécie au regard de ce dont on bénéficie ici, mais aussi de ce dont on peut bénéficier ailleurs. Alors effectivement, les systèmes ils sont toujours améliorables, ou il y a mieux ou il y a moins bien, on peut faire une comparaison. Moi je regarde dans l'absolu, je pense qu'on est malgré tout un pays qui, même si l'intégralité n'y est pas et qu'on peut toujours trouver à vivre, essaye de promouvoir un certain degré de liberté, la liberté d'association, la liberté de parole, la liberté de la presse. Ce sont des éléments auxquels il y a un certain attachement quand on essaie de censurer la presse, la liberté de la justice, l'autonomie de la justice, mais un certain degré d'autonomie, de liberté de concevoir la manière dont la justice doit être rendue. Il y a toute une série d'équilibres et de rapports qui sont établis dans la société de manière à pouvoir permettre l'exercice, et donc moi c'est mon ressenti, c'est de me dire qu'il y a effectivement une volonté de s'inscrire dedans, alors qu'elle n'est peut-être pas manifeste à tous égards en permanence de la part de tout le monde. Certaines orientations philosophiques en sont plus proches, d'autres en sont plus éloignées. C'est un état d'esprit personnel, moi, dans lequel je trouve qu'effectivement j'ai des contraintes comme vous tous, qui soient mon salaire, qui soient les contraintes horaires dans lesquelles je dois fonctionner, qui soient des contraintes pour me déplacer, qui sont des contraintes assez multiples auxquelles on est tous confrontés, mais ça ne m'empêche pas de me sentir relativement libre. Je viens ici dans une bibliothèque, je crois que les ouvrages en moyenne ne sont pas censurés, qui sont empruntables, qui sont discutables, donc on peut s'approprier toute une série de thématiques dans la société. On a même une certaine tolérance, je trouve, de par chez nous par rapport aux options que les gens défendent. Enfin, moi je me sens démocrate, et dans la démocratie, dans l'exercice même de la démocratie, aujourd'hui on sait que toute une variété d'opinions peuvent s'exprimer. On est libre de les exprimer, alors il y en a qui sont pénalement répréhensible probablement. On met des limites à cette liberté, mais on essaye, je trouve, dans le système dans lequel j'évolue, j'estime qu'on se défend pas mal au regard des critères qui peuvent prévaloir ailleurs également. Je trouve que oui, certes, il y a des choses qu'on peut probablement encore améliorer. Moi, je me définis comme libéral moi-même, donc je suis intéressé par le concept de la liberté individuelle, la responsabilité d'ailleurs, qui est le corollaire qui bien souvent y est attaché. Et même si on est tous frappés par des contraintes et des limitations de nos libertés, dont certaines sont physiques, tout simplement, on vit dans un monde matériel qui nous entoure. J'ai la sensation que l'État, la société dans laquelle j'évolue, permet, en tout cas, autorise une certaine liberté de penser. On ne peut pas nous la reprendre, la liberté d'aller et venir. Alors effectivement, après, il y a tout en matière d'emploi et probablement en matière de législation économique, mais d'un autre côté, est-ce que la liberté pure, le libéralisme total, alors je suis libéral, mais je ne suis pas au niveau économique libéral, dans le sens où il faut laisser faire et que le plus fort l'emporte. Non, il y a besoin aussi qu'on encadre les libertés économiques de manière à ce que chacun puisse jouir réellement de la liberté qui est la sienne. La liberté d'aller et venir, oui. La liberté de dire ce qu'on pense, oui. Mais il y a des limites à chaque fois. On peut effectivement aller assez loin, mais il faut continuer à cadrer les sociétés dans lesquelles on évolue pour éviter les dérives. Oui. Bon. C'était pour un peu contrebalancer un peu avec votre intervention de tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un d'autre a un autre avis? Oui. L'avis par rapport, je ne fais pas la différence. Hein. Oui. Je ne critique pas, je donne mon point de vue. Tout à fait. La liberté en Belgique, c'est, pour moi, c'est vraiment la théorie, ce n'est pas la pratique. J'essaie un peu de concilier la loi, ce qui est écrit par rapport au vécu, oui. La réalité. Le monsieur vient de parler, c'est par rapport aux Belges. Mais moi, je suis dans les volets par rapport aux personnes d'origine étrangère. D'accord. Donc, je fais la différence. Donc là, déjà, je fais sortir les inégalités sociales. Donc, lorsqu'on est belge, on a les droits de circuler. On a les droits de quitter la Belgique. Le matin, on se réveille, on va à l'ambassade du Congo, on a les visas. On arrive 20 heures à Kinshasa. Ce n'est pas le cas pour les Congolais. Dans la liberté de circulation, veuillez m'excuser, les diamants circulent.
le canton circule. Tout circule. Mais moi, je suis congolais, je n'ai pas de droit. J'arrive à Anvers, je comprends que ça vient de chez moi. Donc, la Belgique, je l'ai dit ouvertement, c'est la liberté de la circulation de biens. Et non, moi, qui suis de ces coins-là, je ne peux pas circuler. Exemple, en ce qui concerne le 9 terre des personnes malades, et on a condamné la Belgique. Parce que le fait que quelqu'un demande son titre de séjour pour raison de maladie, ça fait une année, 2 ans, et il a droit seulement aux médicaments. Mais des médicaments sans alimentation, sans logement, n'ont pas d'effet. On a condamné, l'Europe a condamné la Belgique. Vous voyez le temps pour appliquer, comment dire, l'application de cette décision, de cette condamnation au niveau de la Belgique, du Parlement, il rallonge. Mais prenons les cas, la décision de Koubla, je l'ai dit ouvertement, mais le Parlement belge a vite fait pour voter cette loi parce que c'était manié, c'était l'argent. Donc, quelque part, je vois qu'on n'a pas, ce sont des libertés, c'est l'utopie, hein. Ce n'est pas vrai, hein. C'est sur les papiers. Dis-moi, une autre personne, quand elle voit la liberté, mais tout le monde n'a pas cette liberté. Quand moi, je parle comme ça, je suis fiché, je dérange. Mais, voilà. Quand je parle, par exemple, je dis, ça ne va pas Charleroi, le Parti Socialiste, je suis fiché. Je n'aurai rien comme subside au niveau de la région wallonne. Donc je n'ai pas la liberté. Quand je dis, ça ne va pas. Voilà, je suis quelque part, ça ne va pas. Donc on n'a pas la liberté d'expression. Or, dans la Constitution belge, on garantit la liberté d'expression. En termes de logement, par exemple, on n'a pas la liberté. En termes de circulation, on a un sans-papier. Il n'a pas connu, il n'a pas commis un délit. Hein. Mais dans la Constitution, on dit quand quelqu'un quitte son pays, il vient ici, c'est un délit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. On n'a pas la liberté dans le sens. Mais la Belgique est signataire de beaucoup de des lois, voilà, des conventions, droits de l'homme, droits des êtres humains. On voit la Belgique toujours après la France, elle est là, elle est là, elle signe, mais pour appliquer ça, c'est là où moi je dis, mais non, il y a un problème. On n'est pas libre. Moi-même, en Belgique, je ne suis pas libre. Mais quand je vais au musée, j'ai des choses qui viennent de chez nous, de mon village. J'entre et je vois que ça vient, ça circulait, c'est libre là-bas. Mais moi, comment dire, propriétaire de ce bien, je ne suis pas libre. Lorsque je parle, je dis, mais écoutez, les lieux ici, ça vient de chez moi. Ça vient. Je n'ai pas cette liberté. Même quand l'Office des étrangers, on va pour défendre quelqu'un, pour un dossier, une personne pauvre, marginalisée, on n'a pas cette liberté. Même on n'a pas cette. La raison pour laquelle moi, par rapport à la Belgique, d'accord, on a des logements, mais ça c'est pour des Belges qui vont de l'autre côté, mais ce n'est pas pour nous autres. Nous venons ici. Moi, je l'ai dit ouvertement qu'on n'est pas libre. La réalité, vous êtes devant les dossiers des gens, vous entrez dans les différents bureaux, on n'a pas la liberté. Par exemple, quand vous allez à la ville de Charleroi, mais la loi dit que, exemple, je vais dire, la loi dit que secret de données, vie privée. Quand vous allez à la ville de Charleroi, par exemple, au service état civil, vous êtes là. Tous des gens qui arrivent, vous avez accès à leur vie privée. Vous voyez déjà des choses, rien que vous arrivez, l'autre qui parle, vous avez déjà accès que voilà. Là, ça, il n'a pas ça. Il y a un problème chez lui. Les gens ne sont pas libres. Et j'ai compris en disant que la liberté belge
c'est la liberté utopique. Je le dis ouvertement, c'est la liberté utopique. Si il y a intérêt, vous verrez au niveau du Parlement ou au niveau des décideurs, on fait vite pour trouver des solutions, parce qu'il y a l'enjeu financier. Mais si c'est vraiment des choses qui concernent les gens, on met ça de côté. La raison pour laquelle je dis que par rapport aux droits que la Belgique signe, à la réalité, c'est comme la comptabilité, les données comptables et l'autre, quand on concilie la théorie à la pratique, il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, je l'ai dit, je suis en Belgique, mais je suis d'origine congolaise, de Kinshasa, mais je ne suis pas libre. D'accord. Merci beaucoup. Moi, je voudrais quand même abonder dans le sens de Sébastien, qui a parlé de la Convention des droits de l'homme, qui commence par « tous les hommes naissent libres et égaux ». Donc, voilà, on pourrait débattre sur cette phrase. Maintenant, la liberté, c'est un fait. Mais le sentiment de liberté, comme il exprime, c'est aussi un autre fait. Libre de dire ce que l'on pense, il faut avoir les moyens de le dire. Enfin, les moyens de dire ce que l'on pense, parce qu'il y a des mécanismes de répression et d'intimidation qui font que, en tant que peut-être leader associatif ou tout simplement citoyen, on ne peut pas dire ce que l'on pense sans représailles. Il faut peut-être dire ce que l'on pense, mais abonder dans le sens peut-être de la majorité ou de certains groupes de personnes. Donc, je suis tout à fait d'accord de dire, comme il dit, la liberté de circuler, mais ça profite à qui? Dans quel sens? Il a parlé des diamants du Congo qui sont libres de circuler, sauf les Congolais. Ça, c'est un fait. J'ai dit, bon, voilà, j'ai dit, je ne peux qu'abonder dans son sens. C'est que c'est vraiment un leurre, cette liberté. C'est vrai que les conventions ont été signées et que, bon, maintenant, il y a des mécanismes qui sont vraiment élaborés pour intimider le citoyen. On a même peur d'assister aux tables rondes ou tout simplement aux réunions organisées par les pouvoirs publics, où on doit dire amen à tout. Une fois qu'on dit on n'est pas d'accord, voilà, on est fiché, on est persécuté, on coupe les ressources. Nous avons une association où bon, nous avons pris position et voilà, on paye aujourd'hui. J'ai dit la liberté, c'est vraiment un fait, le sentiment de liberté, c'est un autre fait. Voilà. Voilà, je pense que la dernière intervention c'était un peu l'orientation que le débat est en train de prendre. On voit clairement que finalement la conception de la liberté est une notion très très relative. Elle n'est même pas seulement relative, elle est subjective. C'est-à-dire que chacun ne s'exprime pas de la liberté en fonction de ce qu'il a vécu ou de ce qu'il ressent. La liberté pour les Belges, l'absence de liberté pour les non-belges, ou en tout cas la liberté comme utopie pour les non-belges, voilà le problème qui est posé. La difficulté en fait d'aborder ce débat, c'est de prendre une orientation relativement précise et de prendre des cas concrets sur lesquels on puisse discuter. Parce que chacun, à partir de son point de vue, peut défendre tout à fait valablement son point de vue. Hein. Je crois que quand Antoine parle, il a une vision très générale, je dirais même très systématique de la notion de liberté et du fait que la liberté n'a de sens que dans un contexte juridique relativement élaboré, relativement structuré, et qu'on ne peut pas concevoir une liberté sans responsabilité, sans obligation, à moins d'être dans la conception purement philosophique de la liberté, qui est la conception de l'état de nature, où c'est une notion d'action sans contrainte, sans obligation. La difficulté, en fait, elle est celle-là. Mais le problème, c'est que même si on conçoit qu'il y a un contexte juridique relativement précis qui existe, il faut quand même être capable d'analyser le contexte juridique à partir duquel nous exerçons nos différentes libertés. Et il n'est pas certain que cette analyse puisse nous pousser à penser que la liberté est une notion claire pour tout le monde, ou même qu'elle soit une notion acceptée par tout le monde comme telle. Ce n'est pas certain. Moi, je crois que quand on commence à discuter de la liberté de circuler, par exemple, et qu'on considère que
dans le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est un contexte de circulation à l'échelon international, les biens ont tendance à circuler plus facilement que les êtres humains. C'est une réalité. C'est une réalité, mais c'est une réalité qui évolue par les États, qui sont les principaux acteurs de ce qui se passe à l'échelon international. Et c'est une réalité qui est non seulement voulue, mais qui est entretenue. Et cette réalité fait en sorte que, finalement, quand on compare l'être humain, la valeur de l'être humain, à la valeur d'un bien marchand ou d'un bien commercial, on a tendance à constater que, finalement, le bien marchand a plus de valeur que le bien humain. Et donc, c'est pour ça que cette liberté est assez problématique. Alors, mais une chose est de constater ce qui se passe dans la réalité ou dans les faits au quotidien. Une autre est de savoir si ce qui se fait est juste, si ce qui se fait est correct. Parce que je ne crois pas que si on veut définir radicalement la liberté, on puisse considérer que la liberté qui est celle de la circulation d'un bien est une liberté complète et qui serait différente de la liberté de circulation d'un être humain. Parce qu'en fait, est-ce qu'on peut considérer qu'un bien marchand est libre simplement parce qu'il circule? Est-ce que derrière la notion de liberté, il n'y a pas quelque chose qui est plutôt de l'ordre justement de l'humain, de l'être en tant qu'être humain? C'est-à-dire que si vous commencez à discuter de la liberté sans y affecter le contenu ou la dimension humaine, je crois que vous parlez de quelque chose qui n'est pas tout à fait celle que, il n'y a pas que les philosophes, mais celle que la plupart des gens considèrent comme fondamentale. La liberté est une notion qui va de pair avec l'humanité. Dès lors qu'on sort de l'humanité, je crois qu'on n'est plus dans la notion de liberté. Peut-être que je suis dans des conceptions un peu philosophiques des questions. Mais voilà ce que je voulais dire. Je ne sais pas si quelqu'un a un autre avis par rapport à ça. Quand on parlait des biens, c'est surtout que ces biens qui circulent servent les intérêts des humains. Hein. Ce n'est pas parce que... Non, c'est ça. C'est qu'on ne dissocie pas la liberté avec la dimension humaine. C'est-à-dire que des biens qui sont libres de circuler, contrairement aux Africains où on a mis tous les lois pas possibles, inimaginables pour limiter la migration et la libre circulation. C'est ça. On se rend compte qu'au niveau du commerce international, c'est plutôt les ressources qui servent les intérêts de l'Occident qui sont libres de circuler et pas... Voilà, donc on est au cœur du problème. C'est par rapport à l'Occident que le problème se pose. Hein. Donc ça veut dire que la liberté de circulation des biens qui sont la propriété de l'Occident est quelque chose de relativement particulier. Je ne sais pas si ça a du sens de raisonner comme ça. Je ne sais pas si on peut considérer que l'Occident a une grande responsabilité dans la facilité de la liberté des biens marchands par rapport à la difficulté de circulation des êtres humains, notamment ceux qui sont d'origine africaine. Je ne sais pas si c'est un problème qui est lié à l'Occident en tant que tel. Je ne sais même pas ce que c'est que l'Occident. Oui. Je voulais intervenir, excusez-moi. Je voudrais rebondir sur la liberté. À moins, du moins, du peu que je sache de la liberté pour que les autorités n'en fassent pas un usage abusif, on l'a toujours placé au niveau supranational. Quand on parle de la liberté en Belgique, c'est plutôt placé au niveau de la Constitution. Et c'est placé au niveau des règlements européens. Madame a dit ici à juste titre que vous avez invoqué une disposition de l'article 1er des droits de l'homme. Donc, libre et égaux. Voilà, c'est placé... On a libre et égaux en droit. C'est placé à ce niveau oui. Pour qu'au niveau du législateur national, on n'y badine pas n'importe comment. Tout à fait. Mais ici, le législateur national, quand il s'agit de la liberté, monsieur a parlé, il est libéral, mais il s'est réservé en disant que je ne suis pas libéral et économique. Donc, quand vous parlez de cette faculté dont un groupe de gens ou un parti politique a plus cette tendance à restreindre la liberté des gens et que les partis libéraux ont plus tendance à libérer, on se retrouve sous la coupe des gens qui pour eux on doit restreindre la liberté des gens, on est tout de suite pénalisé par rapport
par rapport aux autres qui sont censés jouir de même liberté que nous, mais nous sommes prisonniers parce qu'il y a un parti politique ou un gouvernement, un accord de gouvernement qui estime qu'au nom de l'intérêt général, qui n'a aucune base juridique, l'intérêt général, mais on dit, bon, l'intérêt général est supérieur à la liberté et on vous prive de tout. Pour revenir à ce qu'a dit mon frère ici, la Constitution dit que tout le monde a droit à participer à la vie économique des gens. On a dit tout le monde. Mais au niveau des lois, on dit non, ceux qui ont des papiers n'ont pas droit de participer à la vie économique. Seulement, ceux qui n'ont pas de papiers n'ont pas droit, seulement ceux qui ont des papiers. Comment voulez-vous vivre bien, décemment? Et puis la même Constitution dit que chacun a droit à la dignité, à une vie conforme à la dignité humaine. Comment voulez-vous vivre une vie conforme à la dignité humaine, ce qui est garanti par la Constitution? Je ne sais pas si c'est un simple pot de fleurs. Comment voulez-vous vivre conformément à la dignité humaine si vous n'avez pas un emploi salarié et que les législateurs s'amusent à vous mettre des bâtons dans les roues pour que vous ne travaillez pas? Comment voulez-vous avoir droit d'aller et venir si vous n'avez pas les moyens, l'argent, vous ne travaillez pas déjà, parce que les gens ne viennent pas d'ici en Europe pour vivre de CPAS. CPAS, c'est une façon de ridiculiser un être humain. Même le chômage. Économiquement, oui, il faut un certain niveau de chômage, mais pas le CPAS. C'est pas normal. Pour que les gens, pour que cette liberté garantie au niveau de la Constitution soit respectée, il faut aussi que les législateurs aient cette vision économique des choses. L'homme n'est pas fait pour le droit, mais le droit, c'est le droit qui est fait pour l'homme. Mais si les législateurs se servent du droit pour vous dire, bon, vous êtes être humain, mais puisque vous n'avez pas de papier, on a juste besoin de l'argent qui vient de chez vous, mais pas de vous en tant qu'être humain, restez là-bas sous les carreaux. Vous n'aurez pas le droit d'avoir un avocat pour vous défendre. Si vous prenez un prodéo, il fait le travail avec laxisme. Donc, c'est un peu ça. Mais je voudrais aussi revenir sur l'aspect circulation de biens qui est tolérée, mais pas des êtres humains. Vous savez qu'ici en Europe, la seule liberté que l'on peut invoquer au niveau international dans les cours européennes, c'est seulement la liberté de circulation des capitaux. Donc, un Congolais, quand, par exemple, on bloque son virement parce qu'il vient peut-être faire une entreprise ici, ou il a monté une entreprise ici et qu'on lui refuse un recoupement familial, par exemple, il peut dire que, voilà, c'est une atteinte à la liberté de circulation de capitaux parce que j'amène mon argent ici pour travailler. Donc, même au niveau de l'Europe, bien qu'on est libéral, on a une vision économique, on limite cette liberté de manière un peu astucieuse en disant, voilà, la liberté de circulation peut être invoquée même en dehors de l'Europe pour l'argent, mais pas pour les personnes. Cette liberté est seulement à l'intérieur de l'Europe pour les Européens. Quand il s'agit de l'argent, cette liberté s'étend en dehors de l'Europe. Donc, c'est un produit de luxe, la liberté, si j'ai bien compris leur point de vue. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, Antoine? Oui, moi je reviens sur des éléments, effectivement, alors, en matière économique, probablement, et je veux bien entendre, il y a des limitations. Et ces limitations, elles ne sont pas toutes mauvaises. Je vais en prendre un autre exemple, vous n'avez pas cité, mais les enfants non plus ne sont pas censés travailler. Enfin, alors, je ne veux pas faire de comparaison, mais je veux dire que l'État et le système a besoin de fixer des limites à l'exercice total de la liberté, parce que cette liberté de l'économie qui s'exerce en plein, qu'est-ce qu'il veut? Il veut des gens qui ne prennent pas de congés, il veut des gens qui travaillent tous les jours. L'économie, si on la laisse aller loin, elle peut dicter à l'homme, vous parlez du droit qui doit correspondre à l'homme et pas l'homme qui doit rentrer dans les cases du droit. La même chose pour l'économie, je crois, est applicable. Si on laisse la liberté totale aux forces du marché, doutez-vous bien que ce sont les plus forts et les plus puissants qui vous écraseront d'autant plus facilement que l'État est affaibli et que les lignes, enfin, que le cadre dans lequel il vous permet d'évoluer ou il contraint l'économie contribue aussi à trouver des équilibres. Des équilibres qui me semblent quelquefois nécessaires. Je ne voudrais pas vivre dans une société dans laquelle
on me dirait vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Parce que mon voisin, on va lui dire la même chose, et l'autre aussi la même chose. Et puis un beau jour, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour une raison futile, eh bien voilà, hop, je te tape avec une grosse pierre, ou bien j'ai griffé ta voiture, ou peu importe. Ah, je fais ce que je veux, eh bien mon ami, viens, on va s'arranger. Et j'ai besoin que, je trouve, en tant que membre de la société dans laquelle j'évolue, qu'effectivement il y a des restrictions et que la liberté absolue n'est probablement pas quelque chose de souhaitable en même temps que c'est quelque chose qui n'est pas applicable. Je crois que ça n'est pas applicable parce que, comme le disait tout à l'heure André, l'état de nature, c'est probablement l'état de plus grande liberté auquel on peut parvenir en termes conceptuels aujourd'hui. On ne l'a pas connu, l'état de nature. Moi, je constate tout simplement que la société est un processus évolutif dans lequel toute une série de normes sont choisies, plus ou moins. C'est le fruit d'une évolution, quelquefois violente, quelquefois consensuelle. Alors effectivement, on peut encore aujourd'hui se dire, eh bien, si j'exprime mon opinion, ça m'est déjà arrivé aussi en tant que Belge. Je ne pensais pas que c'est exclusivement limitatif quand on est d'origine étrangère, mais de se dire on se fait rabrouer parce qu'on n'est pas affilié au bon parti politique et qu'on travaille dans un endroit où on n'est pas censé être affilié à un autre parti que celui pour lequel on pense devoir avoir un profit. Donc une série d'endroits contraignent, oppressent probablement. Mais je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, la liberté, effectivement, elle n'est pas absolue, c'est un absolu, c'est probablement une utopie, donc pas uniquement pour des personnes qui se sentent brimées dans certains droits plus que d'autres, et c'est probablement objectif que des droits sont plus reconnus aux nationaux qu'aux extranationaux, ça je le concède volontiers. Je crois que les nationaux, les européens, les extra-européens, l'espace Schengen, hors espace Schengen, toute une série de normes s'empilent et contribuent à former un système complexe qui se veut effectivement être une harmonie, une tentative d'harmonie, de limitation de certaines propensions que les uns et les autres pourraient voir se rencontrer. L'économie joue un rôle effectivement qui quelquefois semble plus libre peut-être, mais je ne suis pas sûr que libéraliser intégralement toutes les barrières qui puissent exister soit une avancée, une progression. Parce que qu'est-ce qui se passerait si subitement vous parlez du chômage, du CPS, qui sont probablement des mesures avilissantes pour les gens qui les subissent durablement. Mais pouvoir parvenir à un niveau de vie décent, si aujourd'hui on mettait en compétition directe tous des salaires à 10 centimes de l'heure, à 15 centimes de l'heure, parce que les enfants ailleurs, dans les pays plus pauvres, plus malheureux, c'est le standard dans lequel on se projette et que l'économie embraye volontiers. On voit des exemples criants tous les jours. Le Bangladesh, quand des bâtiments s'effondrent parce que la sécurité des travailleurs n'est pas assumée. Est-ce qu'on n'a pas aussi un rôle en tant que société de défendre une conception qui fixe aussi des barrières douanières quelquefois, des barrières en termes d'exercice de certaines libertés. Alors, oui, la liberté pour moi c'est une belle utopie, Je suis content de constater qu'on y a mis certaines limitations parce que je suis heureux de me rendre compte que la civilisation progressivement agglomère des éléments de droit, de structure dans lesquels ça nous permet d'évoluer de façon plus homogène, même s'il y a encore des problèmes. Mais je reviens, la liberté de culte en Belgique est quelque chose d'important, la liberté du choix des écoles reste d'actualité, même si derrière il y a des décrets d'inscription, qu'il y a des grandes difficultés, qu'on n'a pas toujours 100% le choix. Le droit d'être défendu, c'est un principe auquel probablement qui n'est pas exactement mis, et que celui qui a plus d'argent va avoir une meilleure défense, il va jouer d'artifice, on le voit, il y a des cas célèbres, des hommes puissants, des politiques quelquefois qui sont incriminés pour des faits pour lesquels le commun des mortels se retrouverait relativement difficilement, s'en sortirait difficilement. Probablement qu'il y a des travers encore dans la société dans laquelle on vit, on peut essayer de les améliorer, mais je ne suis pas certain qu'il faille, pour la même occasion, considérer que la liberté est quelque chose de purement théorique. Je crois qu'il y a une volonté de mettre en œuvre une conception de la liberté. Oui. Alors il y a un philosophe qui avait, par rapport à ce qu'il vient de dire, et pour faire un peu écho à votre petite discussion qui s'esquisse, il y a un philosophe qui s'appelle Spinoza, Benoît de Spinoza, qui disait « La liberté, en réalité, c'est l'acceptation de la loi qu'on s'est librement prescrite.
C'est-à-dire que si je me donne un certain nombre de lois que je dois respecter, si je me le donne moi-même, c'est ça ma liberté. Et que donc aujourd'hui, la liberté, ce n'est pas la capacité à transgresser la loi, au contraire, c'est la capacité que l'on peut avoir à respecter la loi qu'on s'est prescrite. Toute la difficulté, évidemment, et c'est là où je peux vous comprendre, toute la difficulté se situe au niveau où les lois qui sont prescrites ne sont pas nécessairement le reflet de point de vue de tout le monde. Ne sont même pas nécessairement le reflet de ce que la majorité peut penser. Et donc, si on est dans cette logique, on va devoir subir des lois qu'on ne sait pas librement prescrites. On va devoir accepter, parfois même, de subir la loi de la majorité. Parce que n'oubliez pas que quand on subit la loi de la majorité, ça veut dire qu'il y a une minorité qui existe. Et la minorité qui existe a, ou devrait, ou peut avoir évidemment un point de vue différent. Mais si elle ne peut pas l'exprimer, si elle ne peut pas exercer la liberté dans ce contexte-là, c'est très compliqué. Il y a aussi le fait, évidemment, que dans de vraies démocraties, dans de bonnes démocraties, même quand il y a une volonté de la majorité qui s'exerce, parce qu'à un moment donné, on a choisi telle orientation politique pendant une certaine législature, même dans ces conditions-là, même dans ces contextes-là, les droits de la minorité sont toujours relativement garantis. Ou en tout cas, on fait toujours le nécessaire pour que toutes les minorités qui existent puissent s'exprimer et puissent exercer librement leurs droits. Et donc, par rapport à ça, l'immigré reste mal loti. Parce que l'immigré n'est pas toujours considéré comme une minorité. Ça va même plus loin que ça. Quand je parle d'immigré, c'est même un terme très gentil. Parlons du sans-papier, qui est le cas le plus extrême en fait, dans cette configuration. Le sans-papier n'est même pas considéré comme une minorité, n'est même pas considéré comme faisant partie de la société, oui. Et donc, comment peut-on légiférer sans tenir compte d'un être humain qui est présent sur le territoire et qui a toute une série de problèmes qui sont à peu près les mêmes problèmes que tous les autres, mais qu'on ne prend pas en considération, ou non, simplement justement d'une loi qu'on s'est donnée ou qu'on s'est prescrit. Oui, je vous en prie. Oui, excusez-moi, je vais encore intervenir pour répondre à ce qu'a dit monsieur. La liberté, je n'ai pas dit, vous êtes à l'au-delà de mes pensées, je n'ai pas dit qu'on vive dans une liberté absolue comme à la jungle, là ce sera la loi du talion qui va prévaloir. Les juristes disent que on accepte bien qu'il y ait des limites à nos libertés, mais ces restrictions doivent être proportionnées et puis nécessaires. C'est ce que les juristes nous appellent. Moi, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on ne voudrait pas que les sans-papiers ou ceux qui n'ont pas, ceux qui vivent une perpétuité au CPS, pourquoi ils ne doivent pas travailler? Je ne vois pas pourquoi c'est nécessaire. L'État doit se justifier. L'État n'est pas au-dessus des lois non plus. L'État doit nous dire clairement, voilà, on ne veut pas que ces personnes travaillent parce qu'ils sont dangereux en ceci. Ça ne doit pas être des restrictions gratuites. Ça doit pas être... Quand cet objectif, quand le but n'est pas avoué, donc c'est une restriction qui est gratuite. On doit nous dire, bon, ici, en Belgique, vous devez payer 9 000. Pour le même droit, en France, on paye 1 800. La Belgique doit être capable de dire, pourquoi moi, je mets la barre très haut, à 9 000. Oui. Est-ce que j'ai beaucoup de gens qui travaillent? Je veux qu'il y ait beaucoup de gens qui dorment à la maison. La Belgique doit dire ça, c'est une restriction. Moi, je parle du concret, je ne suis pas philosophe, donc je parle des cas concrets. La Belgique, l'Europe dit qu'il faut qu'il y ait, pour travailler en transport, la législation ne s'applique qu'à partir des véhicules qui dépassent 3,5 tonnes. Vous voyez l'écart entre 3,5 tonnes de véhicules et 500 kilos. La Belgique choisit un seuil plus bas. Ça, ce n'est plus proportionné. Vous voyez combien on préjudicie les gens. Donc on doit prendre des lois, oui, pour régler
notre vie en société, on doit tenir compte de la liberté des gens. On doit trouver un juste équilibre. Juste équilibre, oui. Mais la Belgique semble ne plus trouver ce juste équilibre. Au nom de l'intérêt général, au nom de la sécurité publique, les législateurs se permettent tout. Un jour, on nous dira, bon voilà, puisque la préoccupation maintenant, c'est que je constate ici en Belgique, la préoccupation plus d'ordre fiscal, on doit plus prélever, plus prélever, plus prélever. Et ça préjudicie même l'économie. On doit plus prélever, plus prélever. Un jour, comme il n'y aura plus de matière taxable, on va même nous taxer l'air que nous respirons. Je vous dis. Non, excusez-moi une dernière phrase. Vous savez qu'ici en Wallonie, on paye plus cher pour rouler que sur les autres parties du pays. Alors qu'on roule, la taxe de circulation, oui, qu'on a ajouté avec des taxes, ce n'est pas écologique, alors qu'on ne respire pas l'air plus pire que les Français, pas l'air plus pire que les Belges, mais on roule sur les plus mauvaises routes du pays. Vous voyez ça, vous trouvez ça normal? C'est pas normal. L'État n'est pas non plus au-dessus des lois. S'il veut restreindre nos libertés, on est d'accord. On est d'accord. Mais cette restriction doit être proportionnée. Vous ne voulez pas que les gens travaillent, les sans-papiers ne travaillent pas. Dites-nous pourquoi c'est nécessaire. D'accord. Ok. Oui, moi je voulais revenir un petit peu sur les deux, parce que c'est vrai que la liberté totale n'existe pas. Il faut des restrictions, un cadre. Mais je crois que le problème, c'est qu'actuellement, le cadre, il ne fait pas sens auprès de nous. C'est pour revenir aux différentes décisions. Il y a des décisions qu'on confie. Nous, on a la liberté de voter. Enfin, on a l'obligation. Oui, oui. Mais la liberté quand même. De choix. Voilà, de voter. Et qu'on a le sentiment que voilà, que ce choix est un petit peu confisqué dans les élaborations diverses des gouvernements. Et que les décisions qui en sortent, eh ben, elles ne font pas sens. Enfin, il n'y a pas de sens. Il y a des tas de décisions qui n'ont aucun sens. Le traité transatlantique, enfin, toutes ces grandes choses qu'on nous pompe bien haut n'ont aucun sens à notre niveau. Ça, enfin, si on y réfléchit un petit peu, on se dit à quoi ça sert, ça mène où, et qu'est-ce que ça va amener, est-ce qu'il faut prendre ce style de décision? Nous, en interne, pour avoir lu Olivier Starky, et je pense qu'au mois de novembre, ce serait très chouette de l'entendre un petit peu parler, y compris sur la liberté. Enfin, ce qui ressort, moi, c'est que l'économie dont on parlait tout à l'heure, avec un grand E, pollue un petit peu tout. On en vient à prendre des décisions qui déshumanisent complètement l'être humain, n'est plus consistant, n'est plus pris en considération. C'est la gestion qui l'emporte. À tout niveau, moi je suis en service public et en relativement libre dans nos activités au sein d'une bibliothèque. N'empêche, c'est un service public et on sent de plus en plus l'emprise de la gestion, les plans stratégiques opérationnels, les machins, enfin toute la qualité. On est vraiment dans cette dynamique où c'est vraiment la gestion avant tout, au détriment de l'humain. Ça, on peut le dire clairement. Je pense que, y compris à notre niveau, où encore une fois, on est libre, plus ou moins libre d'évoluer, parce qu'on a nos décrets, et ça c'est nécessaire. Mais il y a un cadre, d'accord, mais il n'y a plus de sens. Ce cadre, il est où le sens des limites? Pourquoi on la pose là? Pourquoi, quand on y réfléchit bien, parfois on ne trouve pas. Il n'y a pas de sens à tout ça. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que j'ai envie de remettre un petit peu sur la table. Et pour tout le monde, c'est vrai que au niveau des personnes d'origine étrangère, ça doit être encore plus difficile. Mais quand je vois, moi, au niveau de certaines parties de la population belge, ben, ils ne s'y retrouvent plus non plus. Les décisions qu'on prend... même si le CPAS est déshumanisant quand il devient un fonctionnement, parce qu'au départ c'est un principe d'aide, mais évidemment qui doit être ponctuel, qui doit assister le temps d'eux et d'aller vers autre chose. Mais toutes les décisions qui viennent d'être prises par rapport à tout ça, ça n'a pas de sens non plus. Alors où est le sens? Par rapport au moment où on les a prises, ça allait bien, maintenant on change tout à coup. Donc qu'est-ce qu'il y a là derrière? Enfin moi
c'est assez questionnant, je trouve, par rapport à tout ça. Oui, on veut bien avancer, on veut bien contribuer, mais pas aveuglément, et que ça ait du sens, pour tout le monde, idéalement. Antoine, tu voulais dire quelque chose? C'est pas essentiel, je crois, peut-être laisser la parole. Non, mais si tu as envie de rebondir par rapport à ce que M. avait dit, oui, ça mais peut nourrir le débat. De manière générale, c'est vrai que les choix, effectivement, bon, ça peut un peu aller aussi dans le sens de ce qu'il dit ici. Au bout d'un moment, il y a un système qui est une structure globale, et puis il y a des choix individuels qui se posent sur les options qui sont données, sur les orientations que le système global doit suivre. Et c'est évolutif. Donc aujourd'hui, le curseur il est là, puis demain, les gens peuvent contribuer ensemble, puisque ça dépend du processus démocratique, enfin, même s'il est nouveau, il y a beaucoup d'endroits où on tombe sur les limites en termes de choix, pourquoi ici, pourquoi on recommande par exemple telle ou telle chose, on peut se demander pourquoi au bout de 6 mois on bascule de tel régime à tel autre, il faut une période d'attente pour les assurances, etc. Donc il y a beaucoup de choix qu'on peut questionner, mais en soi je trouve ça bien. Je trouve ça bien qu'on puisse les questionner. Ça fait changer en permanence le référentiel et c'est une difficulté parce qu'il faut s'adapter alors effectivement en fonction de... mais je préfère ça à une société qui est totalement figée et dans laquelle elle ne se remet plus en cause, dans laquelle on se dirait ah voilà ça c'est ça et ce sont les limites définitives et maintenant vous êtes prié de bien vouloir rentrer dedans et si ça ne vous convient pas, vous vous heurterez à une limite. Effectivement, de temps en temps on tombe sur les limites et je reviens sur ce qu'André disait aussi. On apprécie soi-même, on les fixe, on les outrepasse quelquefois soi-même. Hein. On l'a déjà tous fait dans des secteurs plus ou moins consciemment ou parfois même inconsciemment. On doit aller à l'école et on rate un demi-jour d'école parce qu'on se dit voilà il fait beau. Il y a la limite sur l'autoroute, mais on se dit il n'y a pas grand monde et je vais surtout ça, un petit peu plus vite. Il y a des règles fiscales où on se dit peut-être que si je fais ça, on ne me dira pas grand chose. Mais en fait, voilà, les limites elles sont là, de temps en temps elles évoluent. C'est aussi le fait d'un choix, que les gens posent. Alors je vous entendais parler, aujourd'hui on a un État qui est relativement, je trouve, de mon point de vue interventionniste et qui aime bien mettre le curseur sur je gère pour vous, je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous. Moi, je ne m'inscris pas dans cette logique-là, je le disais tout à l'heure, je m'inscris un peu plus dans une logique libérale, mais j'accepte que c'est ce que globalement la société propose. Voilà, donc peut-être que de temps en temps, moi je me retrouvais à la marge un peu sur le côté, mais je fonctionne dans ce cadre-là en me disant les limites, voilà, c'est une espèce d'énorme navire dans lequel on se trouve tous ensemble, et si tous d'un coup on se met d'un côté, peut-être qu'on va le faire chavirer, mais on n'a peut-être pas envie de le faire chavirer non plus, on a peut-être envie de lui changer légèrement le cap, pour prendre une destination qui nous convient mieux, et on se trouve ensemble à se convaincre, à en débattre, à discuter, et ça fait partie, enfin, pour moi, on a comme thème aujourd'hui liberté, est-ce que c'est une utopie? Enfin, moi, personnellement, je ne crois pas que c'est quelque chose qui, en soi, soit tout à fait définissable. On proposait de ne pas le définir, tant mieux. Mais c'est vrai que j'aurais du mal à définir exactement ce que j'entends par le terme de liberté. Par contre, je me sens relativement libre. Et ça, c'est une sensation qu'on ne m'enlèvera pas. D'accord. Oui. Par rapport à la liberté, je quitte le Congo, je prends la Roumanie. Voilà, je prends les Roms. Chez nous, là-bas au quartier, il y a des Français et des Roms. Et quand je vois les inégalités entre Roms et Français, ils sont tous ici en Europe. Vous voyez, quand un Français quitte l'île, il vient, il est bien accueilli, avec respect. Mais quand un Rome arrive, vous voyez, c'est la raison pour laquelle il dit, c'est théorique. En réalité, nous, on fait ça, hein, nous sommes à Charleroi. Hein. Nous ne sommes pas au ciel, hein, nous sommes sur la terre. Voilà, on a la terre. Quand on voit le libéral, les libéraux, parmi ces leaders politiques, ce sont des actionnaires et des associés. Ils sont dans des sociétés à commandite simple. Mais lorsqu'on parle de paradis fiscaux, ils nous embrouillent. C'est comme si, mais ils sont des actionnaires. Hein? Tout ce qu'ils reçoivent là comme l'argent de parlementaires, de ministres, mais c'est gardé où?
Voilà. Mais nous autres, on comprend. Nous ne sommes pas des naïfs. On comprend que voilà, il y a des sociétés informatiques simples où voilà, ils sont là. Donc, nous ne sommes pas libres. Il y a toujours des inégalités sociales. La raison pour laquelle on essaie de parler, il y a toujours la réalité qui va, là, ça ne va pas. Exemple, l'aide sociale, je viens de parler. Quand on voit la différence, une personne qui travaille 1200 et l'autre qui est à 800. Mais pourquoi ne pas faire travailler le monsieur qui passe 5 ans à l'aide sociale? Parce que l'écart entre la personne qui travaille, il y a même des associations, des gens qui bossent, qui travaillent, il y a du bon boulot, mais ils n'ont même pas le droit de considérer cette association, cette personne comme un travail professionnel. Ils continuent à donner l'aide sociale pour le chômage. Voilà. Donc, quelque part, je vois qu'on n'a pas la liberté. On n'est pas libre, parce que pour moi, la liberté, c'est ma conscience, ma tête doit être vide. Donc, ce n'est pas comme si on me met dans un cadre là, voilà. Non, il y a la loi pour tout le monde. On sait que voilà, la circulation, vous roulez à 120, voilà. Je sais que voilà, je suis fautif. Mais quand des choses comme ça pour la Belgique, s'il y a l'avantage, on va précipiter, on va faire vite pour arranger. Si c'est pour... Voilà, c'est là où je dis que voilà, il y a vraiment des soucis de ces côtés-là. Nous ne sommes pas libres. Moi, personnellement, je ne suis pas libre. Parce que j'ai des dossiers des gens, pas pour moi, mais quand je vois des dossiers des gens, je dis, ça ne va pas. Ça ne va pas. Quand on voit 120 personnes, 150 personnes qui viennent, ça ne va pas. C'est quoi votre idée? L'idée, c'est quoi? Oui. Par exemple, c'est vous l'exemple. Il y a 5 Camerounais qui arrivent. L'autre Camerounais, directement, il a une carte, par exemple, de 5 ans. Mais l'autre, il est Camerounais, hein? Mais l'autre a 4 ans de 1 mois. Donc, la carte, quelle carte c'est? Qui doit renouveler. C'est comme si une punition. Donc, c'est celui-là qui a la carte d'un mois, il ne peut pas travailler. Mais le Belge qui a fait la loi, il ne dit pas que j'étais puni. Donc, voilà, c'est une punition. C'est sous-entendu. Oui, ce n'est pas une prison pour dire que monsieur, je te mets en prison. Il te sanctionne avec une carte parce que tu dois aller renouveler chaque mois le matin. Et tu te retrouves à l'office des étrangers. Avant, c'était à 5 h du matin. C'est une punition. On ne dit pas ouvertement que je te punis. Mais moi, je sais, Sébastien, je dis que cette loi punit Madame X. Parce que chaque mois, quand on voit le droit de le permis C, elle ne peut pas travailler. Or, la Belgique a besoin des techniciens de surface, par exemple, des gens pour nettoyer. Arrêter de aides-soignants pour couvrir un peu le vieillissement des populations. Mais la personne là doit renouveler une année 12 fois. Il n'a même pas droit à la formation. Elle n'a même pas droit à la formation parce que 4 ans, 5 ans. On n'a même pas une loi qui dit que tu dois rester 5 ans et chaque mois pour la carte. Mais non. Personne ne parle pour dire qu'écoutez, il y a un, ça ne va pas. Oui. Je voudrais... Oui, je vous en prie, allez-y. En tout cas, je sais qu'en Belgique, c'est bien beau, hein, parce que nous venons dans des pays où on ne connaissait même pas cette notion de liberté. On n'est pas libre, on n'a pas la liberté d'expression. Mais là, au moins, on avait une liberté d'entreprendre. Vous vous réveillez du jour au lendemain, vous achetez un sac de sucre, vous êtes allé devant chez vous, personne ne vient vous demander. Donc, nous, on a grandi dans cette liberté-là. Oui, tout à fait. Notre liberté. Ici, ils peuvent se vanter. La Belgique peut se vanter de la liberté d'expression, d'aller et venir, mais on ne mange pas ça. C'est pas une liberté qui sert le fondement de l'être. Parler, oui, vous pouvez parler, mais on ne vit pas de ce que vous dites, à moins que vous en soyez professionnel. Mais le problème ici, en Belgique, c'est que le législateur belge, moi je ne suis pas un professionnel de droit, je le dis parce que
je trouve ça parce que je suis chaque fois à la radio. Vraiment, donc les législateurs se donnaient vraiment la mission de mettre les bâtons dans les roues des citoyens. Donc, vous voulez faire ceci, il faut une montagne de dossiers pour atteindre ça. Alors que si vous allez au Luxembourg, c'est bien simple. Mais on n'est pas une société plus meilleure qu'au Luxembourg. On n'est pas une société plus meilleure qu'en France. Si vous voyez, ils roulent sur des belles routes, ils roulent une société où tout le monde presque travaille, le taux de chômage est réduit. Mais ici, à force de limiter la liberté de manière incontrôlée, ça crée une société de sans-emploi. Ça crée une société de sans-emploi. Et quand il y a une société de sans-emploi, la pauvreté augmente. La pauvreté, quand ça augmente, ça amène le banditisme, ça amène tous les problèmes à la société. Les gens qui veulent gagner la vie honnêtement ne savent pas. Moi, j'aurais aimé pour un tel débat que vous nous ameniez au moins des statistiques sur les débats en cours au niveau de la Cour de justice européenne. Combien de fois la Belgique est condamnée pour des atteintes à la liberté? Parce que là, on partirait sur des bases réelles. Ici, on parle de manière utopique. Vous classez, la Belgique est condamnée pour telle liberté, combien de fois? Pour telle liberté de circulation des capitaux, liberté de circulation des personnes, même de problèmes de réfugiés. Je viens d'apprendre ici que la Belgique s'est fait condamner parce qu'il n'a pas cédé un séjour humanitaire. Oui, humanitaire, ça date de longtemps, mais pour... Amenez-nous, parlons sur base de ces statistiques-là. Pourquoi au niveau de l'Union? Parce que je crois que la Belgique, je crois que c'est la championne au niveau des atteintes à la liberté des gens. Au niveau de la Cour européenne de la justice, c'est ça? Au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme ou Cour de justice de l'Union européenne. D'accord. Amenez-nous cette statistique au cours d'un débat, dites que voilà, la Belgique est condamnée chaque mois pour telle liberté, telle liberté. Là, vous aurez la... Je crois qu'il y a les statistiques, mais aussi les faits. Monsieur a parlé de la liberté de culte. Bon, actuellement, ce que l'on vit par rapport à l'islam nous montre que cette liberté est vraiment compromise ou en mal dans la société, où on stigmatise une religion. Bon, toujours parlant de cette religion, la liberté de porter le voile ou pas, ça fait débat dans notre société. On parle de liberté, mais en quelle mesure? Voilà, quand on touche encore à la liberté d'expression, l'actualité montre qu'avec l'effet Charlie Hebdo et Dieudonné, bon, ça nous met en question la liberté d'expression. C'est vrai peut-être que Dieudonné est allé très loin. C'est vrai peut-être que ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, c'est vraiment atroce. Tuer des gens parce qu'ils ont exprimé leur pensée. Mais on se demande, finalement, on veut d'un poids, deux mesures de liberté. Ça, c'est mon ressenti. Je vais intervenir, oui, allez-y. Pardon, quelques secondes, pas par rapport à la politique. Par exemple, les Berbères sont arrivés parce qu'il y avait un besoin pour construire la Belgique. Mais maintenant, vous voyez, fini l'histoire pour construire. Maintenant, Barth de Weber nous fait sortir un truc comme ça. Voilà. S'il y a un besoin, il y a un besoin réel, voilà, on libère. Donc là, je trouve qu'on n'est pas libre, parce qu'ils ont fait venir ces gens pour travailler, pour construire Bruxelles, pour faire des travaux. Et maintenant qu'on a fini cette histoire construction, eh bien, on dit, ils commencent à critiquer là. Ça ne passe pas. Moi, je dis que... Je ne veux pas être avocat du diable, hein, mais ce que Barth de Weber a dit, c'est très précis. Hein, et il a dit que les personnes d'origine berbère avaient tendance à trop se plaindre de leur situation de discrimination par rapport à des Chinois. C'est la liberté d'expression. Voilà. Mais donc, il n'a pas restreint la liberté de ces gens-là, à moins que ce soit ça votre idée. Ces gens parlent comme lui parle. Oui, il dit des futilités, par exemple. Il est professeur, bon, je n'en sais pas, mais il est professeur d'histoire. Oui. Le professeur d'histoire doit avoir une idée sur le passé. Moi, je ne suis pas prof d'histoire, mais un professeur d'histoire ne peut pas louper, voilà. Mais il doit se rappeler, se souvenir de l'histoire. Mais quand quelqu'un parle, dans la communication, on peut faire passer quelque chose de négatif, mais on essaie, on ne peut pas minimiser la personne parce qu'il y a des profs
qui commettent de fautes. Mais l'étudiant qui est là arrive avec beaucoup voilà. Mais on ne peut pas, s'il y a un besoin, moi je l'ai dit, s'il y a un besoin, on dit maintenant ça va. Maintenant nous sommes en train de voir les besoins des aides-soignants. Oui, mais après 20 ans, vous verrez qu'ils vont nous faire sortir un truc. Et quand le baby-boom va finir, ils vont nous faire sortir un truc et les enfants de ces aides-soignants vont souffrir. C'est là où je dis, mais non, nous devons nous souvenir du passé que ces gens sont arrivés parce qu'il y avait un besoin et nous devons reconnaître que voilà, c'est comme du donnant-donnant. Hein? Du donnant-donnant, nous, on ne vient pas ici nous sommes minoritaires quand on voit les étrangers, Camerounais, tous ces mondes, voilà, nous sommes minoritaires. Ils ne payent pas nous voilà. C'est comme nous mettre dans des prisons, bien à ciel ouvert. Imaginons quelqu'un qui doit rester 10 ans, 10 ans sans papier. Moi, c'est inquiétant. Dans la procédure, oui. Hein? C'est inquiétant que quelqu'un qui doit rester dans les territoires belges 10 années, 10 ans. Mais ce qui c'est. Oui. Je ne suis pas contre dans le dire que voilà, la Belgique ça ne va pas, mais par rapport à la réalité, quand on voit dans le produit intérieur brut belge, mais l'Afrique apporte beaucoup. Veuillez m'excuser, je ne fais pas la comédie, mais quelque part, nous avons droit que voilà, il mérite du respect, il mérite de voilà la considération, il mérite de voilà que des bon nous par exemple quand voilà il y a des gens ici qui font la coopération belge, voilà il y a des docteurs des Africains mais ne font pas ça, mais vous verrez qu'ici voilà ils se retrouvent au Congo et ils se retrouvent au Cameroun, mais nous autres on nous met dans des situations difficiles. Bon, moi, je ne fais qu'exprimer ma position qui est, voilà, ça ne va pas. Ça va. Merci. Tu veux dire un mot? Merci de me passer la parole. C'est dommage que je sois arrivé quand le débat avait déjà commencé. Ce n'est pas de ma faute, ce sont des contraintes. Mais depuis que je suis là, j'ai l'impression qu'on s'éloigne un peu du sujet. Et j'ai l'impression qu'on tire beaucoup sur les politiques. J'ai également l'impression qu'on se penche beaucoup plus vers la justice que vers cette liberté-là même. Donc il est clair que définir la liberté, c'est vraiment complexe parce qu'elle est polysémantique. Maintenant, il est clair que le commun des mortels a tendance à définir la liberté comme étant une absence de toute contrainte. Donc agir comme on veut, quand on veut, comme on le pense. Mais je crois que s'il faut définir la liberté de manière rigoureuse, être libre, c'est agir en respectant les lois. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a une liberté individuelle, il y a une liberté collective. Je crois qu'il n'y a personne de nous ici qui nous dira qu'il n'a jamais fait face au tribunal de sa propre conscience. Donc ça veut dire que quand on agit toujours en étant sous la pression de quelque chose. Et pour revenir donc au sujet, quand on demande si la liberté est une utopie, je pense donc que si lors de notre action on est influencé par quelque chose, ça c'est clair que la liberté est purement et simplement... Tu voulais dire quelque chose? Oui, juste une insiste pour dire, effectivement, on entend aujourd'hui Bart de Wever tenir des propos qui sont les siens, qui sont jamais qu'une des perceptions qu'une personne qui représente de nombreuses autres personnes d'accord, mais qui ne représente pas la Belgique, même si par procuration, probablement, il occupe une grande fonction dans ce pays, quasiment, il a autant de pouvoir que le Premier ministre, probablement, mais il n'empêche qu'il n'emporte pas l'adhésion de l'intégralité, donc on ne peut pas dire que quand Bart de Wever s'exprime de telle manière, il représente non plus la Belgique, en tout cas, il ne représente pas moi. Et ça, j'ai encore le choix de le dire, et je vous le dis. Donc voilà, simplement, c'était un exercice pratique.
Mais je voudrais... je vous en prie, je vous en prie. Moi, ce qu'a dit Bach de Wever, ça ne me choque pas parce que là, il a toujours eu des propos aussi durs envers les Wallons aussi. Hein. Oui, tout à fait. Donc quand il les dit pour les Wallons, personne ne fait cas de ça. Quand il donne son opinion sur les Berbères, ça dérange. Ça, c'est vrai que ça peut déranger parce que s'il parlait de nous les Africains, oui, quelque part, je me sentirais touché. C'est vrai, mais il a l'habitude de parler comme ça. Il dit de Wallons que ce sont des assistés, ce sont des gens qui n'aiment pas travailler. Il dit toujours ça. C'est une opinion répandue en Flandre, qu'en Wallonie, le PS organise des lois de telle sorte que le pays n'avance pas. Il va même jusqu'à des injures envers les dirigeants wallons. Oui. C'est tous les jours qu'il les fait. Donc ça, c'est un jeu politique dont on s'en fout. Mais ce qui a retenu mon attention surtout, c'est on retient quelqu'un dans un pays 10 ans. Donc, il n'a pas de papier, il n'a pas de droit de travail. Mais quelque part, vous êtes conscient que si, en faisant du travail noir, il contribue quelque part à l'économie. Mais oui, c'est une forme d'hypocrisie, ça c'est vrai. Donc, sans aucune justification, on ne tient même pas compte de la dimension humaine de la personne. En quoi il serait dangereux, cette personne, s'il travaille? Je pense plutôt qu'il serait dangereux que cette personne se sente comme un exclu social. Parce qu'il peut se prêter à des activités destructrices pour la société. Le problème, c'est au niveau du législateur belge. Il doit sortir de cette vision trop juridiste des choses. Le pays doit vivre, les gens doivent vivre. Tout à fait. Vous ne voulez pas donner le papier à quelqu'un, donnez-le le droit de travailler. Il paie ses impôts légalement. Le jour où vous dites, bon monsieur, vous avez travaillé, vous avez tiré bénéfice de votre travail, mais la décision est tombée, vous devez rentrer chez lui. Il retourne chez lui. Mais créer une société où des gens... Moi, j'ai la nationalité d'ici, je l'ai acquise depuis longtemps. Mais j'ai des diplômes. Mais je suis bloqué de partout. Je suis bloqué de partout. Je sais que quelque part, c'est parce qu'il y a la peau, c'est parce qu'il y a d'autres contraintes, il y a d'autres considérations, beaucoup de non-dits. Donc, ici en Belgique, là où l'Europe, parce qu'on parle des libertés, la liberté, j'insiste ici, ce n'est pas une notion, bon, philosophiquement, c'est une notion un peu complexe, vague, mais c'est repris, il y a un texte européen qui parle des droits fondamentaux et des libertés de l'UE. Il n'y a que ça, on cite les libertés comme ça, très clairement. Tout à fait. Et on dit aux États, si vous voulez, on est d'accord que vous limitiez ces libertés, mais tenez compte de la proportionnalité. Mais le problème avec la Belgique, il se fout de cette proportionnalité. Oui, mais c'est ça, il se fout de cette proportionnalité. Pourquoi une personne humaine comme vous qui respire, qui a besoin de vivre une vie de famille normale, pourquoi cette personne ne doit pas travailler? Alors qu'aux États-Unis, vous verrez des gens 20 ans, 30 ans sans papier, mais ils travaillent. Il nourrit sa famille. Cette personne n'est pas dangereuse pour la société. Comment on peut être dangereux pour la société quand on travaille? Ce n'est qu'en Belgique qu'on trouve comment on dit, cette absurdité, passez-moi l'expression. Donc, on est dangereux pour la société parce qu'on travaille. Oui, je le dis parce que moi, j'ai été condamné parce que j'ai engagé des personnes qui travaillaient au noir. Vous voyez? Donc, des gens qui travaillaient au noir, moi, je les récupère, je demande les papiers, en même temps, je les déclare légalement. Tout à fait. Les inspecteurs viennent, ils constatent que, monsieur, cette personne-là, parmi elles, il y avait même des jeunes dames qui attendaient famille. Oui. Mais non, pour la Belgique, c'est vraiment sacré. Les gens ne peuvent pas travailler. Non, non. Mais la législation dit qu'on doit combattre le travail au noir. Comment on peut combattre le travail au noir si on laisse des gens travailler au noir? Non, mais vraiment... Mais je crois que la liberté s'encadre
législatif, n'est que libertinage, parce que bon, c'est la jungle. Oui, j'ai dit, ça serait la jungle s'il n'y a pas un cadre qui encadre cette Mais liberté-là. les droits, là, les droits, Oui. les droits fondamentaux de liberté de lui, ça existe. On parle bien de la liberté dans les lois. On dit, ce n'est même pas au niveau des lois, mais on a placé ça au niveau supérieur des lois. Pour que les législateurs ne s'y amusent pas. C'est pourquoi on a placé ça au niveau supranational. Mais la Belgique, avec ses lois qui sont inférieures à nos libertés, vient manger cette liberté, grignoter ça et laisser ça comme peau de chagrin. D'accord. Mais vous avez bien conscience du fait que le travail au noir, c'est pas simplement qu'il n'est pas légal, mais c'est qu'il détruit la vraie économie d'un pays. Vous avez conscience de cette réalité-là? Non, mais Oui. quand le travail est déclaré, parce que ici en Belgique, quand Voilà. vous engagez des gens, vous faites la dimona, vous déclarez, C'est ça. vous payez les gens. C'est ça. Donc moi j'ai fait la demande, alors que j'attends que la demande aboutisse. Oui. Le travail est tout à fait légal. On me dit, monsieur, non, avant, même si vous pensez avoir fait quelque chose de légal, en rendant blanc ce qui était noir, mais vous êtes toujours condamnable. Non, oui, non. Pourtant, la législation elle-même dit, c'était dans les titres à service, la législation dit, c'est pour combattre le travail au noir. Oui, Donc tout à vous fait. prenez des filles qui travaillent en catimini chez des gens, vous leur dites, venez chez moi, voilà, je fais une demande. Oui. En même temps, je motive cela, je les engage. Je fais la dimona, tout à fait déclaré, on cesse, c'est ça, on paye les précomptes et tout, mais on vient vous dire non, non, non. Enfin, c'est un débat un peu particulier, mais vous ne pouvez pas engager quelqu'un sans avoir obtenu l'accord par rapport à votre demande. Mais oui, Donc si vous n'avez pas l'accord, comment? Non, je n'ai pris qu'un exemple. Ok, d'accord. Pour essayer d'appuyer le fait que ici en Belgique, on tolère bien que vous soyez, qu'on vous prive le droit de participer à l'économie du pays, D'accord. tout simplement parce que vous n'avez pas le papier. Or, c'est au niveau des constitutions. Vous avez entendu ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Donc il y a des normes qui sont supérieures à des lois. Tout à fait. Donc quand on garantit quelque chose au niveau de la Constitution et au niveau de l'européen, le législateur, quand il prend une loi, il doit au moins respecter C'est ça. ses libertés. Mais ici en Belgique, les législateurs ne tiennent pas compte de ces libertés-là qu'on impose. On dit, bon voilà, vous voulez que les gens ne travaillent pas, mais sachez au moins que toute personne a droit à participer à la richesse du pays. Oui, mais je crois que pour le travail au noir, ce n'est pas forcément pour que le travail au noir ébranle l'économie, c'est aussi pour protéger les individus, les citoyens contre l'exploitation. Bon, on ne peut pas dire qu'on est libre d'exploiter les gens. Je crois que on ne peut pas taper aussi sur les pouvoirs publics comme ça. C'est un débat, il faut aussi que ce soit constructif pour nous. Tout à fait, constructif, oui, tout à fait. Oui, Jérémy. Le débat qui est là, le travail souterrain, c'est pas bien. On n'arrive pas à contrôler l'économie. Oui. Moi, je suis côté cause. Quelles sont les causes qui produisent ce que les gens arrivent? C'est là où je dis qu'il y a un petit souci, mais le travail souterrain, ça ne va pas, parce que là, c'est vraiment la destruction de l'économie. Mais les problèmes au niveau de la Belgique, c'est la politique du travail, par exemple pour les personnes d'origine étrangère, n'est pas conforme vraiment à la dignité humaine. Par exemple, vous verrez au niveau email intérim, les personnes d'origine étrangère qui travaillent à l'intérim, pour avoir un CDI, il doit d'abord cumuler, multiplier de CDI, CDD, CDD, et après là, pour arriver à CDI. Voilà. Or, de l'autre côté, je ne suis pas contre mes oncles belges, nous sommes déjà habitués à partir de Kinshasa, mais lorsqu'on est devant le Belge, d'office, il a son CDI. L'autre truc, je veux dire, par exemple, que l'intérim qu'on a condamné avec mention de BBBB. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde, mais il y a déjà, voilà, il y a déjà l'indicateur, l'indice, il dit que voilà, il y a déjà un noir qui s'amène avec. C'est là où je dis que voilà. Est-ce que le problème
pour vous, à vos yeux, est-ce que le problème a plus de pertinence quand on l'aborde parce qu'on est noir ou bien parce qu'on est étranger, ou bien c'est un problème qui se pose à tout être humain, à tout citoyen? Non, pas tout être humain, la discrimination. Oui, on va peut-être écouter mademoiselle. Voilà, je ne voudrais pas trop trancher ma vie, je suis étudiante. Oui. Et entendre un peu les avis des uns et des autres, je me demande si ce n'est pas plutôt une question d'injustice sociale. C'est ça. Ce n'est pas peut-être une question d'injustice sociale, dans la mesure où, enfin, je trouve quand même que nos droits sont assez violés, dans la mesure où elles ne s'appliquent pas pareil aux uns et aux autres. Donc il semble avoir une inégalité sociale. Je me demande si ce n'est pas ça le problème. Il y a le droit, on doit l'appliquer, on veut l'appliquer, mais elle n'est pas, parallèle pour les uns et pour les autres. Quoi. Et c'est ce que, moi personnellement, c'est ce que je souhaiterais. Je souhaiterais que les politiques puissent lutter pour que le droit soit défendu pareillement chez les uns et chez les autres, que ce soit étrangers ou personnes belges. Oui, merci. Je ne suis pas contre ce que tu dis, mais j'ai l'impression que les gens s'appuient toujours sur la déclaration des droits de l'homme. Ça c'est vrai, ça c'est très bien. Comment dirais-je, les articles relatifs à la déclaration des droits de l'homme sont de très très beaux articles, mais il faut être assez réaliste. On vit dans un monde et on doit tenir compte d'un certain nombre de choses. Moi je suis étranger, je vis en Belgique, je suis d'accord que je ne jouis pas des mêmes droits que les citoyens belges. Mais ce que je dis, c'est que c'est un peu normal. C'est dommage que dans nos pays, ça ne se passe pas... Pays d'origine, tu veux dire? Oui, dans nos pays d'origine, ça ne se passe pas forcément comme ici. Mais je crois que le fait de protéger les nationaux, ou bien du moins de leur accorder un certain droit, ça c'est tout à fait légitime. Je suis pas d'accord. Nous maintenant, nous devons nous battre pour négocier un certain nombre de choses. Moi je crois que c'est comme ça qu'on doit procéder. Le national ou bien les nationaux, je ne pense pas qu'on puisse arriver à un monde où le citoyen d'un pays ait les mêmes droits qu'un étranger. Si, non, Il y a des droits et la morale. Oui. Je n'entre pas dans votre panier. Là, c'est la morale comme... Veuillez m'excuser, c'est comme à l'église où les prêtres commencent à... là, c'est les droits, la justice. On n'aura pas ça, on n'aura pas les droits. Donc, quelque part, mon devoir à moi, je suis citoyen. On l'a fait quand on a dit avant qu'il faut rendre la ville aux citoyens. Il a quitté. Donc, on était là. Il a écrit un livre, veuillez m'excuser, rendre la ville aux citoyens, mais lui-même n'appliquait pas ça. Mais quelque part, nous avons lu ce qu'il a écrit, ça s'est trouvé ici. On a dit, messieurs, il faut rendre la ville aux citoyens. Aujourd'hui, nous n'avons pas de manière. S'il n'y avait pas des gens pour dire que, messieurs, tampon, on ne pouvait pas voir. Voilà. Donc, quelque part, pas pour vous, pour moi, c'est un combat. De tous les jours, nous sommes égaux, tout le monde. Les droits doivent être respectés. C'est garanti par la On a évoqué les pays d'origine. Parlons-en. Je dis, la liberté, utopie là-bas. On ne peut pas faire un débat comme ça. On ne peut pas taper sur le gouvernement. Beaucoup ont fui leur pays. Nous sommes des réfugiés politiques. Donc, n'oublions pas d'où on vient. Quand on parle de l'Afrique, le taux de chômage, c'est 75%. Au Congo, tout le monde travaille au noir. L'État s'en fout puisqu'il n'y a pas de système social. Donc là, non, ne faisons pas de comparaisons. Là, sur les plateaux de télé, on a déjà vu des gens tenir des propos et qu'il y avait la police à l'entrée, ils sont en prison aujourd'hui. Nous, on connaît les dirigeants au Cameroun parce qu'ils ont donné leur candidature dans leur parti, ils ont fait 17 ans, 20 ans de prison. Donc la liberté d'expression, là, soyons contents d'être dans un pays où on n'a pas cette liberté, mais bon, on peut dire ce que l'on pense sans être physiquement inquiété. Ouais.
Vous avez raison. Non, mais je conviens à ce que vous dites, mais ce que nous faisons ici, on apporte une contribution. C'est vrai qu'on vient de pays où nos libertés étaient bafouées. On est venu ici pour fuir un peu toute cette injustice sociale que nous subissions, injustement d'ailleurs. Mais on est venu dans un monde où, bon, qui se prétend, dit, bon voilà, moi je garantis vos libertés. Alors que de l'intérieur, on ne voit plus cette liberté-là. On ne voit plus cette liberté. Mais oui, parce que moi je donne beaucoup d'exemples. Je vous ai donné un exemple ici. Nous roulons, nous payons plus cher pour rouler en Wallonie, mais nous roulons sur des mauvaises routes. Tout à fait. Il y a déjà une inégalité, l'égalité est rompue. Parce on se roule sur un même territoire national. Ceux qui sont dans la région de Bruxelles payent moins. Nous, on nous impose. Moi, j'ai une voiture, j'ai été obligé de m'en débarrasser. Maintenant, pour rouler avec une voiture, je dois faire en sorte que, même ayant mon adresse ici à Charleroi, que je prenne une adresse à Bruxelles pour payer des taxes de circulation moins. Est-ce que c'est plus un problème de responsabilité politique que de liberté, je crois, non? Non, non, c'est pour vous dire que l'État, tout ce que fait l'État, c'est toujours pas protecteur, c'est toujours pas dans l'intérêt général. L'État commet aussi beaucoup d'erreurs dans son comportement. C'est qu'il y a question de se remettre en cause maintenant. Les routes, c'est la région qui s'en occupe. La région, c'est l'État aussi, c'est une des subdivisions de l'État. Ok, tout à fait. Merci. Michel, vous voulez dire quelque chose quand même? Excusez-moi, j'ai pris le bateau en haut. Donc j'ai bien nagé. Et je me trouve en train de courir. Je comprends ici, on parle de notion de liberté. Vous savez, moi, je pense, à mon humble avis, que la notion de liberté, elle est fonction d'un lieu à un autre. C'est exactement presque comme la démocratie. Je me rappelle encore un président africain qui avait dit la démocratie est faite pour les dieux et non pour les hommes. Donc elle ne sera pas faite que lorsqu'on est un dieu. Et lorsqu'on regarde la liberté, elle est fonction du lieu. Par exemple, dans une société, prenons en Arabie Saoudite, on dit les femmes ne doivent pas conduire. Et ils imposent. Et ils appellent ça liberté. Il y a des femmes que même si tu leur donnes la voiture, elles vont vous dire, je ne conduis pas. La liberté, pour avoir ma liberté, je préfère ne pas la conduire. Vous comprenez un peu une autre notion de liberté. Bon, que lorsqu'on progresse, on arrive ici, on voit l'État qui essaie de protéger à sa manière les libertés. Lesquelles libertés l'État est incapable de garantir. Au vu de quoi? Au vu des montées, des idéologies et de la manière de vivre de tout un chacun. Et lorsqu'on a voulu que le monde soit un village planétaire, comme on l'a dit, et ça crée aussi beaucoup de choses, puisque aujourd'hui, lorsqu'il arrive quelque chose à 1 milliard de kilomètres d'ici, on a la photo avec la vidéo en 2 minutes, je pense. En 1 minute peut-être. Même instantanément. Instantanément. Donc, et tout ça, ça viole aussi les libertés. Ça viole beaucoup les libertés. Lesquelles libertés, pour la maintenir, il faut beaucoup actionner sur les effets et des leviers qui puissent pousser des hommes à comprendre certaines choses. Vous voyez, aujourd'hui, on dit tout le monde doit réussir à l'école. Lorsque tu es fils de, parfois, un professeur, lui, s'il note son fils, imaginez-vous, mettez-vous à sa place. Est-ce qu'il va lui attribuer la même note que les autres par rapport au niveau? Point d'interrogation. En principe, il devrait. Et la liberté voudrait que, mais au fond de lui, puisque c'est le fils d'eux, je pense qu'il doit réfléchir avant de noter cet enfant. Nous voyons aujourd'hui les fils d'eux qui sont ceci. Oui, bien sûr, on n'a pas besoin de citer. On a les fils d'eux. Ça ne veut pas pourtant dire que je ne mets aucun... je ne mets pas de doute. Je ne mets pas de doute par rapport à leurs compétences, mais lorsqu'on est fils d'eux, on a beaucoup plus la chance d'évoluer, même dans une société, quelle qu'elle soit démocratique
quel qu'en soit le niveau de la démocratie de la société. Et lorsqu'on revient un peu sur terre, on dit un étranger arrive, il y aura toujours des connotations dans une société. Toujours est-il que lorsqu'on vient, on prend la Belgique, le wallon et le flamand, c'est toujours à couteau tranché. Lorsqu'on revient, on va dans la famille. Dites-moi une famille qui peut faire des années, ou mettons des semaines sans se quereller. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La seule chose qu'on peut prendre en compte, on peut de temps en temps mettre de l'eau dans son vin et appeler ça des écarts. Tant qu'on ne fera pas ça, on ne pourra jamais évoluer dans nos idéaux. Je ne dis pas qu'on ne doit pas faire des remises en cause de temps en temps, mais ne pas trop actionner dessus. Pourquoi? Parce que ça risque d'être un frein pour nos libertés, tant individuelles que collectives. Ok. Oui. Je voudrais juste rebondir un petit peu sur on a parlé d'histoire, on a beaucoup parlé des droits de l'homme, qui sont quand même une histoire fort récente. La position de la femme aussi, le droit de vote, c'est pas très vieux non plus. Et personne n'a dit qu'une fois que c'était là, c'était acquis. Donc je crois que la preuve, il existe une Ligue des droits de l'homme pour se battre pour, il existe toute une série d'associations pour continuer à revendiquer, parce que c'est pas parce qu'on a écrit un texte, effectivement, qu'on parlait de théorie, que tout est là et au quotidien, ça se voit que tout n'est pas là. Donc c'est vrai que si on remonte, ça fait quoi? Grosse soixantaine d'années à l'échelle de l'histoire, c'est pas énorme, mais justement, il ne faut pas considérer que c'est acquis. Je me dis, quand on voit tout ce qui se passe, c'est pas acquis du tout. Donc, oui. On part un petit peu, c'est vrai qu'on est beaucoup parti plutôt vers les droits de l'homme, la déclaration, etc. Mais finalement, elle a posé quelque chose, et c'est seulement à partir du moment où elle a posé qu'il faut commencer qu'il faut continuer à se battre pour que ça devienne un jour un acquis. Mais actuellement, ça l'est pas. Non. Et se battre de manière rationnelle. Hein. Ouais, se battre ensemble, déjà, moi je pense, oui. En s'écoutant avec du bon sens, parce que c'est la déclaration des droits de l'homme et de la femme. Et c'est parce que, voilà, et donc... c'est pour le bien commun, donc, mais c'est ça aussi qu'il faut remettre au centre. Et pour le moment, le bien commun, il n'est pas trop là non plus. Moi, je pense que c'est peut-être ça la voie de l'avenir. Hein. Je ne dirais pas que c'est une belle conclusion, mais en tout cas, c'est une bonne manière d'envisager la perspective pour la suite. Que tout ce qu'on a parcouru comme problème, comme difficulté, en fait, sont des réalités que chacun vit à sa manière, d'une certaine manière. Et ce qui est important, ce n'est pas simplement de faire le constat ou de s'en plaindre, mais c'est de voir de quelle manière on peut effectivement régler ces problèmes. Et l'une des manières de le faire, justement, c'est le combat associatif, le travail que les associations font au quotidien, qui parfois n'est pas considéré à sa juste valeur, mais qui pourtant est fondamental. Mais c'est également l'engagement personnel, l'engagement individuel. Quand on parle de liberté, c'est une grande formule, mais si on n'a pas conscience du fait qu'individuellement, chacun doit se battre pour préserver à la fois sa liberté et celle de tout le monde, eh bien, on ne peut pas avancer. Hein. Je crois qu'il faut avoir ça clairement à l'esprit. Je voudrais peut-être donner la parole à une ou deux personnes pour tirer les dernières conclusions de cet agréable débat que nous avons eu. Quelqu'un a un ou deux mots à dire pour conclure? Y compris ceux qui étaient les plus ardus, allez-y. Non, en tout cas, si je vous ai donné une mauvaise impression de... Non, pas du tout, au contraire. C'était énergique. Oui, parce que c'est une réalité. Quand on est touché vraiment là où on vous dit, vous vous asseyez, vous ne comptez pas pour la société, nous en voyons les conséquences. Hein. La plupart de ces jeunes qui brillent le véhicule, qui volent par-ci, par-là, ce sont des exclus sociaux. Mais ils expriment ça autrement. Le danger est là. En croyant que, voilà, on fait du bien à la société en restreignant la liberté des gens.
ça a un effet pervers. Oui, oui. C'est un effet pervers. C'est ça qui fabrique, par exemple, les radicalisés aujourd'hui qui vont... Oui, moi je pense. Oui, Je pense qu'il y a des déçus sociaux, ça se transforme autrement. Oui. Nous tous, nous sommes insécurisés. Oui. Que l'État, le législateur surtout, belge, prenne en compte, respecte la liberté des gens. Surtout les libertés fondamentales. Madame a fait ressortir le terme. Si quelqu'un peut bien les définir ou aller prendre un dictionnaire, c'est une liberté fondamentale. Les gens doivent travailler. Universel même. Les gens doivent pouvoir travailler. Les papiers, tout ça sont des considérations juridiques. Ça doit suivre après. Les droits doivent suivre les faits, ce qui est nécessaire à l'homme. Quand vous restreignez la liberté, ce n'est pas parce que on doit respecter une idéologie politique. Les idéologies politiques, on s'en fiche. Je vais un peu à contresens de ce que Madame a dit. La politique a pris trop le pas sur l'économie, au tel point qu'il empiète même sur la substance même de l'existence de l'être humain. Oui. Moi, je trouve anormal que les gens ne travaillent pas, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de papier. Donc ça, c'est très clair, hein. On aura compris ce soir. Tu veux dire un mot? Ouais, donc, moi, ce que j'ai à dire, c'est que, voilà, la liberté n'est pas acquise. Oui. Et donc, on doit devoir se battre au quotidien avec les associations pour, je ne dirais pas avoir une liberté absolue, mais pour améliorer nos conditions de vie. Parce que ça, on fera toujours face à des discriminations, on fera toujours face à plusieurs difficultés, mais essayons de négocier pour améliorer les conditions de vie. Je pense que c'est sur ces paroles de sage que nous allons clore notre petit café citoyen. Donc, merci beaucoup d'être venu. La prochaine session, vous avez maintenant les dates. On ne fait pas de publicité, on ne fait pas de promotion. C'est vraiment parce qu'on a envie de venir qu'on vient et on discute. Donc vous avez les dates, les coordonnées. On vous attend pour le prochain café citoyen. Je rappelle, c'est le 24 avril. C'est sur la vie en ville. Ça va? Merci beaucoup.